L'air dans la maison des parents de sa défunte épouse était toujours chargé d'une odeur d'encaustique au citron et de chagrin inexprimé. Kern se tenait près de la fenêtre, une assiette en carton contenant de la nourriture à laquelle il n'avait pas touché refroidissant dans sa main. C'était le 3e anniversaire du décès de Lena, un jour qui ressemblait moins à une commémoration qu'à une mise en scène de la douleur qu'on attendait de lui. Il regardait sa fille Amara, ses tresses perlées cliquetant doucement tandis qu'elle montrait à sa grand-mère le dessin d'un papillon asymétrique. Elle était la seule chose vraie dans la pièce. Depuis la cuisine, le murmure des voix se fit plus aigu. C'était Chloé, la jeune sœur de Lena. Sa voix était un instrument familier de condescendance au ton mielleux. Il ne voulait pas écouter, mais le son de son propre nom l'accrocha comme un hameçon. C'est un homme bien sûr, disait Chloé à un cousin. Solide, fiable. Mais tu connais Lena, elle n'était que feu et rêve. Après que ce premier fiancé lui a brisé le cœur, elle voulait juste de la stabilité. Quelqu'un qui ne partirait pas une pause, le tintement de la glace dans un verre. Lena l'aimait, je sais qu'elle l'aimait, continua Chloé. Sa voix baissant d'un ton pour devenir un murmure confidentiel et apitoyé qui écorcha Kern à vif. Mais il était son projet, son refuge. Elle m'a dit un jour, tard dans la nuit, qu'il était le genre d'homme à construire une maison brique par brique, mais qu'il ne penserait jamais à regarder les étoiles. Il était son encre, disait-elle. Pas ses ailes. L'assiette en carton se plia sous la poigne de Kern. Une encre. Un projet. Un refuge. Les mots n'étaient pas que des insultes. Ils étaient la confirmation d'une angoisse profonde et silencieuse qu'il portait depuis des années. Il savait, dans un coin de son cœur, que l'amour de Lena pour lui avait une forme différente de celui qu'il éprouvait pour elle. Le sien était une cathédrale. Le sien à elle? Une chaumière construite pour l'abriter d'une tempête. Il avait cumulé 3 emplois, non seulement pour subvenir à leurs besoins, mais pour en être digne. Pour construire une vie si sûre qu'elle ne sentirait plus jamais les vents de son passé. Il pensait construire un royaume pour sa reine. Mais il n'était que les fondations, nécessaires, enfouies et invisibles. Le monde à l'extérieur de la fenêtre bien nettoyée se troubla. Il sentit une petite main chaude se glisser dans la sienne. Amara leva les yeux, ses yeux sombres grands ouverts et perspicaces. « Papa, ton visage est triste. » Il se força à sourire, ce qui lui fit l'effet d'un plâtre qui se fissure. « Je réfléchis juste, ma puce. » Il regarda sa fille, la fusion belle et parfaite de lui-même et d'une femme qui ne l'avait peut-être vue que comme un moyen de parvenir à ses fins. Et à ce moment-là, debout dans une maison qui n'avait jamais été son foyer, une compréhension silencieuse s'empara de lui. Sa vie n'avait été que survie pendant si longtemps, il avait tellement été l'encre qu'il avait oublié ce que l'on ressentait à être le navire. Il était sur le point d'être bouleversé. La première alarme hurla à 4h15 du matin, une convocation brutale depuis les profondeurs superficielles de son sommeil. Pendant un instant, Kiran resta immobile, le fantôme des mots de Chloé s'accrochant à lui dans l'obscurité d'avant l'aube, une encre. Il fit basculer ses jambes hors du lit, ses pieds heurtant le sol froid en linoléum de son petit appartement. La journée se moquait de ses sentiments. La journée exigeait du travail. L'emploi numéro 1 était l'entrepôt. Il était superviseur logistique, un titre qui semblait plus grandiose que la réalité consistant à gérer les stocks, à apaiser les chauffeurs surmenés et à supporter la fatigue constante et profonde qui découlait du fait de rester debout pendant 10 heures. Il se déplaçait dans l'espace caverneux, l'odeur du carton et des vapeurs de diesel comme compagne constante. Il était doué dans son travail, efficace, respecté, discret. Il résolvait les problèmes avec un calme qui déconcertait ses supérieurs et gagnait la confiance des hommes sur le terrain. Il était solide, fiable. Les mots résonnaient dans l'espace caverneux. À 17h il pointait, mais sa journée était loin d'être terminée. Il traversait la ville de Philadelphie à toute vitesse dans sa berline cabossée, l'arrière rempli des outils de son second métier. L'emploi numéro 2 était un travail de bricoleur indépendant. Robinet qui fuit, lumière vacillante, étagère qui avait besoin d'être accrochée. Il se déplaçait dans les maisons des autres comme un fantôme, réparant les petites choses qui étaient cassées, ses mains sombres et calleuses, douces et sûres. Il en aimait la quiétude et la solitude, la satisfaction simple de réparer quelque chose. Cela payait les cours de danse classiques d'Amara et les bons crayons de couleur qu'elle aimait, ceux avec des pointes bien taillées. La plupart des soirs de semaine, il était rentré chez lui à 20h. Juste à temps pour cuisiner un dîner simple,
tresser les magnifiques boucles d'Amara pour le lendemain et lui lire une histoire jusqu'à ce que sa respiration s'apaise dans le sommeil. C'étaient les heures qui le ressourçaient, le rythme domestique paisible qui donnait un sens à ce travail incessant. Il s'asseyait dans la faible lueur de sa veilleuse en forme de papillon, la regardant dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, et l'épuisement reculait, remplacé par un amour féroce et protecteur qui était la chose la plus vraie de sa vie. Mais le week-end, il y avait l'emploi numéro 3, la livraison de courses pour une application. De longues heures passées dans sa voiture, à naviguer dans la circulation urbaine, à monter des sacs par les escaliers. C'était le travail qu'il détestait le plus, celui qui semblait le plus anonyme, mais c'était celui qui, lentement, minutieusement, construisait un compte épargne. Une échappatoire, un avenir pour Amara qui serait plus vaste que les 4 murs de leur appartement dans leur quartier historiquement noir. Sa vie était une machine de travail et d'amour soigneusement construite. Il en tirait une certaine fierté, de sa capacité à subvenir à leurs besoins, à protéger, à être le centre inébranlable du monde de sa fille. Mais depuis qu'il avait entendu les mots de Chloé, une fissure microscopique était apparue dans la structure. Il s'est regardé dans le miroir et n'a pas vu un père dévoué, mais un imbécile, un homme qui avait versé tout ce qu'il était dans un récipient qui n'avait jamais été conçu pour le contenir. Il avait été tellement concentré sur le fait d'être l'encre de Léna qu'il n'avait pas réalisé qu'il se noyait. Il lissa sa chemise de travail repassée mésusée. Il soignait son apparence. Ses cheveux naturels courts étaient toujours soigneusement taillés, ses bottes toujours propres. C'était un petit acte de dignité dans une vie qui en semblait souvent dépourvue. Il était plus que son travail, il était plus qu'une fonction, il avait juste besoin que quelqu'un le voie. À des kilomètres de là, dans une tour de verre et d'acier qui perçait l'horizon de Philadelphie, Naïma Vance voyait tout et ne ressentait rien. Depuis son bureau d'angle au 40e étage, la ville était une carte silencieuse et scintillante. Elle était la PDG d'un conglomérat technologique de plusieurs milliards de dollars, un titre qu'elle avait gagné grâce à une intelligence féroce et une éthique de travail qui frisait l'autoflagellation. Sa peau d'un brun profond était lumineuse même sous la dure lumière fluorescente de la salle de conférence, et ses cheveux naturels étaient coiffés en de magnifiques et complexes dreadlocks qui étaient une affirmation silencieuse de son identité dans un monde de conformisme au sein des entreprises. Elle s'imposait dans une pièce avec un calme qui était plus puissant que le cri de n'importe quel homme. Ses phrases étaient précises, sa logique inattaquable, elle était une force. Une histoire de réussite, une femme noire qui avait brisé tous les plafonds de verre placés au-dessus d'elle, et elle était profondément, douloureusement, seule. Ses journées étaient un tourbillon de réunions, d'analyses de données et de décisions stratégiques qui affectaient des milliers de vies. Elle les traversait avec une grâce étudiée, ses tailleurs sur mesure faisant office d'armure. Les gens ne la voyaient pas, ils voyaient sa position, ils voyaient des marges bénéficiaires, du pouvoir et des opportunités. Ils voulaient son temps, son approbation, ses ressources. Personne ne lui demandait jamais comment elle allait. Ces soirées étaient le reflet le plus frappant de sa vie. Elle rentrait dans un vaste appartement de grand standing qui semblait tout droit sorti d'un magazine. C'était un monument à la réussite, rempli d'art minimaliste et de meubles de créateurs, mais il ne dégageait aucune chaleur. C'était un espace, pas un foyer. Le dîner était souvent une boîte de repas livrés, parfaitement équilibrée mais insipide, mangée tout en faisant défiler encore plus de mets professionnels sur son ordinateur portable. Le silence dans l'appartement était absolu, rompu uniquement par le bourdonnement de la ville loin en contrebas. La blessure de son passé n'était pas le fruit d'une tragédie, mais de 1000 petites entailles. Ses parents, tous deux universitaires respectés, avaient aimé ses réussites, pas son esprit. L'affection était transactionnelle, les louanges étaient conditionnelles. Elle avait été fiancée autrefois à un entrepreneur charismatique qui, découvrit-elle plus tard, était plus amoureux de l'idée d'une fusion entre leurs deux dynasties que de la femme elle-même. Ils parlaient de leur avenir comme s'il s'agissait d'un rapport de résultats trimestriels. Lorsqu'elle a rompu, il n'avait pas semblé avoir le cœur brisé, mais simplement contrarié. Elle avait construit des murs si hauts et si épais que personne ne pouvait la blesser, mais elle s'était aussi enfermée à l'intérieur. Elle avait tous les apparats d'une vie réussie, mais rien de sa substance. Elle avait oublié la sensation d'un rire sincère et non calculé. Elle ne se rappelait pas la dernière fois que quelqu'un l'avait touchée avec une simple affection, une main sur son bras qui n'était pas destinée à la guider vers une séance photo. Elle contemplait la ville scintillante, un royaume qu'elle avait conquis, et se sentait comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle aspirait à quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, mais elle ne savait plus où le trouver, ni même si elle le reconnaîtrait, le cas échéant.
L'orage éclata sur la ville avec une fureur soudaine et violente. C'était le genre de pluie qui semblait vouloir effacer le monde. Naïma conduisait, son esprit ressassant encore une réunion de conseil d'administration hostile, où sa dernière acquisition avait été mise en pièces par des vautours en costume. Elle avait pris un mauvais virage quelque part dans le labyrinthe de rues inconnues, essayant de trouver un raccourci pour rentrer chez elle, essayant de fuir la tension qui se nouait dans ses épaules. Puis vint le bruit sourd et écœurant et la violente secousse de la voiture qui tirait fortement vers la droite, un pneu éclaté. Elle lutta pour ramener la berline de luxe sur le trottoir, le moteur s'éteignant alors qu'elle s'immobilisait dans une rue étroite et mal éclairée. La pluie martelait le pare-brise, brouillant le monde en une aquarelle de néons dégoulinants et d'ombres profondes. Elle essaya son téléphone, 1% de batterie. Il s'éteignit dans sa main. Une vague d'angoisse froide la submergea, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle était Naïma Vance. Elle ne se retrouvait pas coincée. Elle ne perdait pas le contrôle. Pourtant, elle était là, piégée dans une boîte en métal, portant un tailleur à $4000, totalement impuissante. Des phares balayèrent sa voiture et une berline cabossée se gara derrière elle. Un homme en descendit. Il était grand, avec de larges épaules, sa peau sombre luisante de pluie. Il portait des chaussures de travail et une veste simple, et il transportait un sac à outils qui semblait lourd. Pendant une seconde terrifiante, son monde soigneusement organisé de gardes du corps et de chauffeurs privés s'évapora, ne laissant que la peur primaire d'une femme seule dans le noir. Il s'approcha lentement de sa fenêtre, gardant une distance respectueuse. Il ne regarda pas à l'intérieur, il resta simplement debout, les mains bien en vue. Il avait un visage bon, remarqua-t-elle, marqué par une lassitude qui semblait gravée au plus profond de ses os. Il éleva la voix pour se faire entendre par-dessus le déluge. « Tout va bien là-dedans ? On dirait que vous avez crevé. » Sa voix était calme, posée, non menaçante. Elle baissa légèrement la vitre, l'odeur de la pluie et de l'asphalte mouillé remplissant la voiture. « Oui, mon pneu a éclaté. »« Je vois ça, » dit-il, avec une pointe de sourire doux dans la voix. Il fit un signe de la tête. La roue de secours sur ce modèle est délicate si vous ne connaissez pas le mécanisme, et ce n'est pas le temps idéal pour apprendre. Chez moi, c'est juste là, au bout de la rue. Vous pouvez attendre à l'intérieur au chaud et appeler un service de voiture. De toute façon, les rues commencent probablement à être inondées. Son esprit, entraîné à évaluer les risques et à calculer les résultats, lui hurlait de ne pas lui faire confiance, de rester dans la voiture verrouillée. Mais quelque chose dans ses yeux, une décence tranquille et directe, coupa court à ce bruit de fond. Il ne regardait pas sa voiture onéreuse ni ses vêtements sur mesure. Il regardait une personne bloquée sous la pluie. Elle prit une décision basée sur autre chose que la logique. Elle l'a pris à l'instinct. « D'accord, » dit-elle. Sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Il hocha simplement la tête. « Je m'appelle Kiran, au fait. » Il attendit qu'elle sorte, tenant sa grande veste au-dessus de sa tête pour la protéger du pire de l'averse, tandis qu'il piquait un sprint vers la porte d'un modeste immeuble en briques. Le geste était si simple, d'une galanterie si inattendue, qu'elle en resta momentanément sans voix. Il déverrouilla la porte et la conduisit dans un petit couloir chaleureux et heureusement sec. Et à partir de ce moment, le monde soigneusement construit de Naïma Vance commença à s'effondrer. L'appartement était petit, mais il était vivant. L'air sentait la cannelle et quelque chose de savoureux qui mijotait sur la cuisinière. Les murs étaient recouverts d'une galerie chaotique et joyeuse de dessins d'enfants. Des gribouillages éclatants de soleil au visage souriant, des bonhommes allumettes, et des dizaines de papillons. C'était l'antithèse absolue de son propre appartement stérile. C'était un foyer. « Désolé pour le désordre, » dit Kiran, bien que ce ne soit pas désordonné, juste habité. « Ma fille est une artiste en herbe. » Il prit sa veste trempée et l'accrocha à un crochet près de la porte. « Je vous en prie, asseyez-vous, je vais vous chercher une serviette. » Naïma se tenait maladroitement au centre du salon, se sentant comme une créature venue d'une autre planète. Son chemisier en soie était humide, ses chaussures en cuir hors de prix étaient ruinées. Une petite fille avec de magnifiques boucles dans les cheveux et des yeux brillants et curieux passa la tête par l'encadrement d'une porte. Ça devait être Amara. « Papa, c'est qui la dame toute mouillée ?» demanda la petite fille, d'une voix claire et sans filtre. « C'est, je suis désolé, je n'ai pas saisi votre nom, » dit Kiran, de retour avec une serviette moelleuse. Naïma, parvint-elle à dire. «
c'est Naïma, dit-il à sa fille. Sa voiture a eu un problème, elle va attendre avec nous un petit moment. Amara s'avança, son regard d'une franchise déconcertante. Elle pencha la tête sur le côté. Pourquoi tes yeux sont tristes? Naïma en resta bouche bée. Aucun adulte ne lui avait jamais demandé ça. On l'interrogeait sur les projections du marché et les stratégies de croissance. Une petite fille de 6 ans avait vu clair à travers l'armure jusqu'à la femme solitaire à l'intérieur. Je suis juste fatigué, esquiva Naïma, mais la clairvoyance de la fillette avait déjà fait mouche. Kiran tendit une tasse fumante à Naïma. De l'infusion au gingembre, dit-il. Ma femme, ma défunte femme, avait l'habitude de dire que ça pouvait presque tout résoudre. La mention de sa femme fut discrète, une douce note de chagrin dans sa voix calme. Naïma prit la tasse, la chaleur s'infiltrant dans ses mains gelées. Elle s'assit sur le bord du canapé légèrement usé, et alors que la gentillesse simple et inconditionnelle du moment l'envahissait, une serviette sèche, une boisson chaude, un abri contre la tempête, offert par un inconnu qui ne voulait rien en retour, quelque chose se brisa en elle. Une unique larme brûlante s'échappa et traça un sillon sur sa joue, puis une autre. Elle détourna la tête, mortifiée, mais Kiran avait déjà vu. Il ne dit pas un mot. Il posa simplement la boîte de mouchoirs sur la table basse à côté d'elle et alla vérifier le dîner, lui accordant la dignité d'un moment pour reprendre ses esprits. Le lendemain matin, Naïma envoya un coursier à son adresse avec un chèque d'un montant qui aurait changé sa vie. C'était sa façon de restaurer l'équilibre transactionnel de son monde, la gentillesse contre de l'argent, un problème résolu. Dans l'après-midi, le même coursier revint à son bureau avec le chèque, proprement déchiré en deux, accompagné d'un mot écrit d'une main assurée et soigné sur un morceau de papier arraché d'un carnet. Je suis content que vous soyez rentré saine et sauve. Vous ne me devez rien. Naïma regarda fixement les 2 morceaux du chèque. C'était le rejet le plus profond qu'elle ait jamais connu. Il ne voulait pas de son argent. Il ne voulait pas de son influence. Il avait simplement été gentil. Cette prise de conscience l'ébranla jusqu'au plus profond d'elle-même. Il fallait qu'elle le revoie. Elle inventa une raison brillante et improbable. Son entreprise ouvrait un nouveau centre de distribution en périphérie de la ville. Ils avaient besoin d'un consultant en logistique à court terme avec une expérience de terrain. Son curriculum vitae, qu'elle avait fait sortir discrètement par son assistant, montrait une décennie de ce type d'expérience précis. Elle l'appela elle-même, la voix très professionnelle, et lui proposa le contrat. Le salaire était exorbitant, les horaires flexibles. Il hésitait, méfiant face à cette soudaine chance. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix directe. « Parce que votre expérience correspond parfaitement au projet », mentit-elle habilement. « Et parce que je crois qu'il faut récompenser la décence par des opportunités. » Il accepta. Et juste comme ça, elle avait une raison de faire partie de son monde. Leurs réunions commencèrent dans sa stérile salle de conférence. Kiran, dans sa chemise la mieux repassée, était discret, intelligent et profondément compétent. Il offrait des perspectives que son équipe issue des grandes universités avait complètement manquées. Il voyait l'élément humain dans la machine complexe de la chaîne d'approvisionnement, mais ce furent les rencontres qu'elle orchestrait en dehors du bureau qui commencèrent lentement à tout changer. Elle passait à son appartement avec des documents urgents qui auraient pu faire l'objet d'un email, toujours vers l'heure du dîner. La première fois, elle resta maladroitement à la porte jusqu'à ce qu'Amara lui attrape la main et la tire à l'intérieur. « Tu restes pour le dîner ? Papa fait des spaghettis. » Elle resta. Les spaghettis étaient simples et parfaits. Ensuite, Amara insista pour montrer à Naïma ce qu'elle avait de plus précieux, un album rempli d'images et de dessins de papillons. « C'est un monarque, » expliqua-t-elle, son petit doigt traçant les contours. « Ils volent des milliers de kilomètres. Papa dit qu'ils sont plus forts qu'ils n'en ont l'air. » Naïma ressentit un pincement de reconnaissance. Un autre week-end, elle arriva un samedi matin avec une boîte de beignets comme prétexte. Kiran était dans la cuisine, essayant de faire des pancakes. Un nuage de fumée commençait à se former. « Papa, tu l'as encore brûlé. » annonça Amara avec un petit rire. Kiran soupira, grattant un disque noirci au-dessus de la poubelle. « Les pancakes sont mes ennemis mortels. » Naïma se surprit à rire, un son vraiment débridé qui lui parut étranger et merveilleux. « Laissez-moi essayer, » dit-elle, en retroussant les manches de son pull en cachemire. Elle avait appris à cuisiner grâce à une vidéo sur YouTube un dimanche solitaire,
une compétence qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. Ces pancakes n'étaient pas parfaits, l'un d'eux avait la forme d'un continent étrange, mais ils n'étaient pas brûlés. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine, tous les trois, mangeant des pancakes légèrement difformes avec du sirop, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, Naïma ressentit une étincelle de joie simple et sans complication. Elle n'était pas PDG. Elle n'était pas une figure de pouvoir. Elle était juste Naïma, une femme prenant le petit déjeuner avec un homme bon et sa délicieuse fille. Chaque petit acte domestique était un burin délicat, écaillant les murs de marbre qu'elle avait construits autour de son cœur. Les soirées devinrent plus longues, les conversations plus profondes. Une nuit, après qu'Amara se fut endormie, ils s'assirent sur son petit balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Il lui parla de Lena, de son deuil, et finalement, des mots qui l'avaient surpris. « J'ai passé toutes ces années à penser que je construisais une forteresse pour elle, dit-il, la voix basse et rauque d'émotion. Pour finalement découvrir que je n'étais qu'une des briques. » Naïma ressentit sa douleur comme si c'était la sienne. Elle résonnait avec la profonde solitude qu'elle portait en elle. À son tour, elle lui parla de ses parents, de son ex-fiancé, du poids écrasant de n'être apprécié que pour son utilité. « Il m'a dit un jour que j'étais son plus grand atout, » dit-elle avec un sourire amer, pas son plus grand amour, son atout. Ils restèrent assis dans le silence partagé de leurs blessures, deux personnes issues de mondes très différents que l'on avait fait se sentir invisibles exactement de la même manière. Dans son petit appartement encombré, entouré des preuves d'une vie vécue avec amour et difficulté, Naïma se sentait plus vue qu'elle ne l'avait jamais été dans son palais de verre et d'acier. Il voyait au-delà de la PDG, la femme en dessous, et elle voyait au-delà du travailleur fatigué, le roi tranquille qui régnait sur ce petit royaume chaleureux. Le lien qui les unissait n'était plus une question d'acte de bonté. Il devenait quelque chose de plus fragile, de plus terrifiant et d'infiniment plus précieux. Le monde que Naïma habitait ne tolérait pas les anomalies. Une PDG multimilliardaire passant ses soirées dans un quartier populaire de l'ouest de Philadelphie était une anomalie qu'il ne pouvait pas traiter. Marcus Thorne, un membre du conseil d'administration habile et ambitieux qui convoitait sa position depuis longtemps, fut le premier à l'utiliser comme arme. C'était un homme qui ne voyait les relations que comme un moyen de pression et la gentillesse comme une faiblesse fatale. Il engagea un détective privé. Les photos granuleuses qui firent surface sur un célèbre blog de ragots financiers étaient accablantes par leur ambiguïté. Naïma, riant par un samedi ensoleillé, une tache de farine sur la joue, debout sur le perron d'un modeste immeuble. Naïma, portant un sac de courses dans le même immeuble tard un soir. Naïma, assise sur un banc de parc, la tête penchée vers un grand et bel homme noir, tandis qu'une petite fille avec des tresses jouait à leurs pieds. Le gros titre était un poison. La dangereuse double vie de Naïma Vance. La titan de la technologie est-elle en perte de vitesse? L'article était un chef-d'œuvre d'insinuation, dépeignant Kiran comme un opportuniste coureur de dot, et Naïma comme une dirigeante instable dont le jugement était compromis. Il laissait entendre une liaison sordide, un badinage imprudent qui mettait l'entreprise et ses actionnaires en danger. C'était une histoire conçue pour la dépouiller de son pouvoir en attaquant sa réputation, utilisant les profondes divisions sociales et de classe de la ville comme carburant. Les répercussions furent immédiates et brutales. Les actions de l'entreprise chutèrent. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. L'air dans la salle de conférence du 40e étage était glacial. Marcus présenta l'article de blog comme s'il s'agissait d'une inculpation fédérale, son visage portant un masque d'inquiétude feinte. « Naïma, nous sommes tous inquiets pour toi », commença-t-il, sa voix suintant une sympathie hypocrite. « Ton comportement est devenu erratique. Cette fréquentation est un sérieux handicap. Cela démontre un profond manque de jugement. Nous devons discuter de l'invocation de la clause de conduite indigne d'un dirigeant dans ton contrat. » Les autres membres du conseil, un rassemblement d'hommes au visage gris et de quelques femmes qui avaient longtemps été ses alliés, la regardèrent avec un mélange de peur et de déception. Ils voyaient le scandale, le cours de l'action, la menace pour leur propre position confortable. Ils ne voyaient pas la vérité. Ils ne voyaient pas les pancakes brûlés ou les dessins de papillons. Ils ne voyaient pas la première vraie connexion humaine qu'elle avait établie en 20 ans. Son téléphone vibra avec un texto de Kiran. « J'ai vu les nouvelles. Je suis tellement désolé qu'il te fasse ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. » Sa première pensée fut pour elle. Même maintenant, alors que son nom était traîné dans la boue, son inquiétude allait à la sécurité de Naïma.
Le contraste entre sa dignité tranquille et le cercle prédateur de requins autour de la table en acajou poli était stupéfiant. À ce moment, la peur qui lui serrait le cœur disparut, remplacée par une certitude froide et claire. Elle avait joué à leur jeu pendant toute sa vie, poursuivant une définition du succès qui était fondamentalement creuse. C'était fini. Elle ne les laisserait pas transformer la seule chose belle et vraie de sa vie en quelque chose de laid et de transactionnel. Elle ne les laisserait pas gagner. Naïma se leva, sa posture irradiant une autorité calme qui réduisit la pièce au silence. Elle regarda chaque membre du conseil, son regard s'attardant sur Marcus, dont le sourire suffisant vacilla sous son examen direct. « Merci pour ton inquiétude, Marcus. » Commença-t-elle, sa voix égale et claire, dénuée de l'émotion qu'ils attendaient. « Tu as raison. Mon comportement a changé. Pendant des années, j'ai vécu et respiré pour cette entreprise. J'ai sacrifié ma vie personnelle, ma santé et ma propre humanité pour augmenter la valeur pour les actionnaires. J'ai généré des profits records. Je vous ai tous rendus très, très riches. Et en retour, on m'a accordé une vie de profond isolement. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. « Il y a quelques semaines, ma voiture est tombée en panne pendant une tempête. Mon téléphone n'avait plus de batterie. J'étais une femme, seule et vulnérable. Et un homme, un parfait inconnu, m'a offert un abri sans hésiter. Il ne savait pas qui j'étais. Il a vu une personne dans le besoin, et il a aidé. » Elle regarda directement les visages autour de la table. Cet homme est Kiran Thomas. Il cumule 3 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. C'est un homme avec plus d'intégrité, de décence et de force tranquille que quiconque dans cette pièce. Il m'a rappelé ce qu'est la valeur réelle. Elle ne se mesure pas en cours d'action ou en capitalisation boursière. Elle se mesure en gentillesse, en compassion. Dans le courage de prendre soin d'un autre être humain sans se demander « qu'est-ce que j'y gagne ?» Sa voix devint plus forte, imprégnée d'une passion qu'il n'avait jamais entendue de sa part. Vous voyez les photos dans cet article de blog dégoûtant, et vous y voyez un handicap, un scandale. J'y vois les premiers instants de bonheur authentique que j'ai ressentis dans ma vie d'adulte. J'y vois un homme qui m'a vu, moi, et non mon titre. J'y vois une petite fille qui m'a appris qu'un papillon est un symbole de changement, et que des pancakes brûlés peuvent être le repas le plus délicieux du monde. Elle marcha jusqu'en bout de table et posa ses mains à plat sur sa surface étincelante. Pendant des années, j'ai permis à cette entreprise, et à vous tous, de définir ma valeur. J'ai poursuivi une version du succès qui a failli me coûter mon âme. Je ne vous laisserai pas me prendre cela. Si ma relation avec un homme bon et honorable et son enfant est une conduite indigne de votre PDG, alors il est clair que je ne suis plus apte à occuper ce poste. » D'une main ferme, elle fit glisser son badge de sécurité et une lettre de démission signée à travers la table vers le président. « Parce que je choisis une vie de valeur plutôt qu'une vie de valorisation financière, ma démission est effective immédiatement. » Un silence absolu et stupéfait s'abattit sur la pièce. Marcus avait l'air complètement assommé. Il s'était attendu à une défense, un démenti, un plaidoyer. Il n'avait jamais anticipé une abdication. Avant que quiconque ne puisse parler, une nouvelle voix trancha la tension. Elle appartenait à Eleanor Vance, une femme noire plus âgée qui siégeait au conseil depuis des décennies et avait été le mentor silencieux de Naïma. « C'est la chose la plus ridicule à laquelle j'ai jamais assisté, » dit Eleanor, la voix pleine d'autorité. Naïma Vance a donné toute sa vie à cette entreprise. Elle vient de faire preuve de plus de leadership et d'intégrité dans ce discours que Marcus Thorne dans toute sa carrière. Nous n'acceptons pas cette démission. Nous ouvrons, en revanche, une enquête immédiate sur les tentatives de M. Thorne de saboter délibérément une consoeur de cette société. Le vent avait tourné. Les requins, sentant l'odeur d'un sang nouveau dans l'eau, se retournèrent contre Marcus. Naïma ramassa simplement son sac à main et sortit de la salle de conférence sans un regard en arrière, se moquant de l'issue. Elle avait déjà gagné la seule bataille qui comptait. Elle était libre. Elle ne rentra pas chez elle. Elle conduisit, les vitres baissées, l'air de la ville lui semblant frais et nouveau sur sa peau. Elle conduisit directement vers le seul endroit qui lui servait désormais de boussole. Elle trouva Kiran sur le petit perron de son immeuble, en train de réparer la roue bancale d'un petit vélo. Il leva les yeux à son approche, le visage marqué par l'inquiétude. Il avait vu les alertes d'actualité. Il s'était préparé aux retombées, craignant pour elle. Il se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Naïma,
est-ce que ça va? Elle ne répondit pas avec des mots. Elle monta les 3 petites marches et se blottit simplement dans ses bras. Il la serra contre lui, son étreinte forte et sûre. Ce n'était pas une étreinte passionnée, mais un refuge, un retour à la maison. Elle respira l'odeur de Sûr et de son simple savon propre. « Je vais plus que bien », murmura-t-elle dans son épaule. « Je suis enfin moi. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment. Les sons du quartier, la musique lointaine, les rires d'enfants, le cliquetis du train aérien, formaient une symphonie autour d'eux. Ils n'avaient pas besoin de parler de la salle de conseil, de Marcus, de la victoire ou de la démission. Ils comprenaient. Il l'avait vue en cage et maintenant il la voyait libre. Une petite voix rompit le charme. « Naïma, tu es revenue. » Amara se tenait sur le pas de la porte, les yeux brillants. Dans sa main, elle serrait un morceau de papier à dessin plié. Elle courut vers Naïma, ses bras s'enroulant autour de ses jambes. « Je t'ai fait quelque chose, » dit Amara, la voix étouffée contre la jambe de Naïma. Elle leva le dessin. Il était froissé et plissé, manifestement le fruit d'une concentration et d'un amour intense. Naïma s'agenouilla, ses genoux s'appuyant sur le bois usé du porche, de sorte qu'elle fut à la hauteur des yeux de la petite fille. Elle prit le dessin avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle le déplia avec précaution. Sur la page se trouvaient 3 bonhommes allumettes dessinés avec des traits épais au crayon de couleur. À gauche, une grande silhouette en bleu avec des cheveux noirs courts et bouclés. Au milieu, une petite silhouette dans une robe jaune vif, les cheveux coiffés en 2 chignons gonflés avec des perles aux extrémités. Et à droite, une silhouette dans une robe verte, avec des cheveux dessinés par de longues lignes élégantes. Les 3 silhouettes avaient été coloriées avec le même crayon brun riche. Leurs mains de bonhommes allumettes étaient liées. Au-dessus d'eux, un magnifique papillon, dont les ailes arboraient toutes les couleurs de la boîte, s'envolait dans le ciel bleu vif. « C'est mon papa », dit Amara, pointant un petit doigt déterminé vers la grande silhouette. « C'est le plus grand parce qu'il peut atteindre l'étagère du haut. C'est moi. J'aime le jaune. » Son doigt se déplaça vers la dernière silhouette. « Et c'est toi. Je pense que tu serais jolie en vert. » La vue de Naïma se brouilla de larmes. Son cœur, qu'elle avait protégé pendant si longtemps, eut l'impression de se dilater dans sa poitrine, expulsant toute la douleur et la solitude passée. Le doigt d'Amara traça doucement les mains liées des 3 silhouettes. « Tu vois, » murmura-t-elle, comme si elle partageait le secret le plus important au monde. « C'est notre famille maintenant. » Un sanglot s'échappa des lèvres de Naïma, un son de pure catharsis. Elle attira Amara dans une étreinte à la fois farouche et douce, enfouissant son visage dans les cheveux doux de l'enfant. Par-dessus l'épaule d'Amara, ses yeux embués de larmes croisèrent ceux de Kiran. Il souriait, un vrai sourire sans réserve qui illuminait tout son visage, chassant les traits de fatigue autour de ses yeux. Dans son regard, elle ne vit ni gratitude ni surprise, mais une reconnaissance profonde et absolue. Il était vu. Elle était vue. Ils étaient vus, ensemble, à travers les yeux clairs et honnêtes d'une enfant. 6 mois plus tard, la lumière dorée de la fin de l'après-midi se répandait sur un jardin communautaire plein de vie. L'air était embaumé par l'odeur de la terre retournée et de la lavande en fleurs. Naïma, vêtue d'un jean usé et d'un simple t-shirt, ses magnifiques dreadlocks attachés en un chignon désordonné, tassait la terre autour de la base d'un jeune plant de tomates. Ses mains, autrefois habituées à la lueur froide d'un smartphone, étaient maintenant tachées de terre. Elle n'était pas retournée dans l'entreprise. Après que le conseil d'administration eut sommairement renvoyé Marcus et l'eut supplié de rester, elle avait poliment refusé. Au lieu de cela, elle avait utilisé une part importante de sa fortune pour créer une fondation. Une fondation qui offrait des subventions et du mentorat à de petites entreprises axées sur la communauté dans des quartiers comme celui-ci. Elle n'était plus une impératrice dans une tour. Elle était une partenaire sur le terrain. Kiran était là, adossé à un bac de jardinage surélevé, riant de quelque chose qu'Amara venait de dire. Il ressemblait à un autre homme. La profonde lassitude s'était envolée de ses épaules. Il n'avait plus qu'un seul emploi, celui de directeur de la logistique pour la fondation de Naïma, un rôle qui lui convenait parfaitement. Il avait du temps maintenant. Du temps pour entraîner l'équipe de football d'Amara. Du temps pour simplement s'asseoir sur son perron et regarder le coucher du soleil. Du temps pour respirer. Amara, un tourbillon d'énergie dans une robe d'été jaune, filait entre eux, poursuivant une Pierrite du chou qui voltait juste hors de sa portée.
Son rire était la fleur la plus éclatante du jardin. La voix du narrateur, chaleureuse et pensive, semblait se poser sur la scène. Elle disait que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est né, mais celle que l'on construit. C'est un jardin que l'on choisit de cultiver, un foyer que l'on construit non pas avec des briques et du mortier, mais avec de petits actes quotidiens d'amour et de reconnaissance. Amara finit par abandonner sa poursuite et courut vers Naïma, ses petites mains tenant un trésor. C'était un bracelet, tressé à partir de brins d'herbe robustes, avec un unique pissenlit résili glissé dans la tresse. Elle le lui tendit solennellement. « C'est pour toi, dit-elle. » Naïma sourit, laissant la petite fille attacher le fragile bracelet autour de son poignet. Il lui était plus précieux que n'importe quel bracelet rivière en diamant qu'elle possédait. Amara leva les yeux, l'air sérieux. Ses yeux sombres contenaient une question qu'elle avait clairement gardée pour le bon moment. « Naïma, demanda-t-elle, la voix douce mais claire. Tu restes pour toujours ? » La question simple et dévastatrice resta suspendue dans l'air chaud. C'était la question sous-jacente à toutes leurs autres questions. L'espoir qu'ils avaient tous silencieusement nourri. Naïma regarda le visage sérieux et plein d'espoir d'Amara, puis Kiran. Il s'était détaché du bac de jardinage et la regardait, son cœur dans ses yeux. Il ne parla pas, mais son regard demandait exactement la même chose. Des larmes montèrent aux yeux de Naïma, mais cette fois-ci c'étaient des larmes de pure joie sans mélange. Elle regarda l'homme qui lui avait montré la signification de la force et l'enfant qui lui avait montré la signification de l'amour. Elle regarda cette vie qu'il construisait, une vie pleine de sens et de chaleur et de pancakes légèrement difformes. Oui, dit-elle, la voix nouée mais certaine. Elle prit le visage d'Amara en coupe dans ses mains. Oui, ma douce chérie, je reste. Kiran combla la distance entre eux en deux longues enjambées. Il ne l'embrassa pas, il posa simplement sa main sur la sienne, celle avec le bracelet en pissenlit. Ses doigts forts et calleux s'entrelacèrent avec les siens, une promesse silencieuse, une affirmation tranquille. Ils étaient une encre l'un pour l'autre, et ils étaient les ailes l'un de l'autre. La véritable richesse ne se trouve pas dans le solde d'un compte bancaire, mais dans le sentiment d'être véritablement vu. L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve quand on est parfait. C'est quelque chose qui vous trouve dans votre belle humanité imparfaite. C'est un choix fait chaque jour d'être présent, de prendre soin de l'autre, et de construire un foyer dans le cœur d'un autre. Un dessin au crayon, un silence partagé, un simple oui qui change le monde à la fois.